Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Jeux de Paris 2024, mais cette fois-ci, version paralympique. Du côté de cette vidéo, on va revenir un petit peu sur les classifications, un petit peu aussi sur l'histoire des Jeux paralympiques. Puis on verra un petit peu le programme sur la chaîne, mais c'est surtout une vidéo qui est faite pour vous apprendre les classifications, pour vous remettre peut-être à niveau un petit peu sur les classifications des différentes catégories, parce que c'est toujours un petit peu technique. Et vous allez voir que c'est pas si technique que ça en fait. Il y a, on va dire, un peu il y a des règles, on va dire, un petit peu générales qui peuvent s'appliquer aux différentes catégories. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous allez regarder ces Jeux paralympiques. Est-ce que vous allez tout comprendre de cette vidéo? Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Il y aura les Paralympiques, mais il y aura toujours la Vuelta aussi sur la chaîne. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis pour me soutenir également, vous pouvez cliquer rapidement sur les miniatures, sur les notifications, sur les vidéos, voilà. Parce que plus vous cliquez rapidement sur la vidéo après sa mise en ligne, plus elle est mise en avant par YouTube. Et donc ça permet foncièrement de développer la chaîne. On commence tout de suite avec le programme sur la chaîne. Alors, les Paralympiques, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a énormément d'épreuves. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez, je pense, une quarantaine de 100 mètres en athlétisme, par exemple. Donc, c'est compliqué de parler de toutes les épreuves par rapport à des Jeux Olympiques où il va y avoir qu'un 100 mètres en athlétisme, où il va y avoir par exemple qu'une catégorie ou qu'une épreuve de taekwondo dans la journée. Là, on a un peu plus de compétitions, des compétitions différentes. On va avoir je ne sais pas combien de poursuites en cyclisme, par exemple. Donc, la solution, on va dire, la plus facile, en sachant qu'en plus c'est la Vuelta en même temps, donc c'est là où c'est compliqué, c'est qu'on parlera surtout des résultats des Français. On fera surtout un bilan des Bleus sur nos débriefs. Donc je pense qu'il y aura une vidéo par jour sur les Jeux paralympiques, mais ça sera une vidéo, je pense, assez grosse, où on parlera de ce qui s'est passé du côté des Français, et puis peut-être quelques résultats annexes des concurrents qui ont été performants sur cette journée, des moments importants. On regarde un petit peu l'histoire de ces Jeux paralympiques. Alors, les Jeux paralympiques, ça date de 1948. Alors, pas vraiment, en fait. C'est vrai qu'on dit maintenant que les Jeux olympiques ont démarré en 1948 du côté de Stoke Mandeville. En fait, c'est un médecin, Ludwig Gültmann, qui a eu cette idée-là, médecin neurologue, en 1948, de faire des compétitions à Stoke Mandeville. C'était des compétitions de tir à l'arc à l'époque. Et qui s'appelle les Jeux de Stoke Mandeville. Voilà, tout simplement, où vous avez du tir à l'arc. Alors c'était pour les concurrents qui avaient des problèmes physiques, et puis surtout les personnes qui avaient fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et qui étaient ressorties blessées. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir qu'aux Jeux paralympiques, on a les concurrents qui qui sont blessés, on va dire, qui sont handicapés de naissance, qui ont eu des maladies à la naissance ou très jeunes, ou qui ont eu ensuite la deuxième case et qui ont connu des drames de la vie. Hein, donc voilà, par exemple, qui ont été amputés à cause d'un accident du travail ou pour d'autres raisons. Et puis il y a les militaires, les anciens militaires, enfin les situations de guerre même, parce que vous avez les militaires, mais vous avez aussi les victimes civiles qui sont aussi concernées par on va dire, la troisième catégorie. C'est les trois grandes catégories, on va dire, de participants aux Jeux paralympiques. Alors, on considère que les Jeux de Stoke Mandeville sont les premiers, mais de manière rétroactive. Parce que, en fait, les premiers Jeux paralympiques d'été datent de 1960 à Rome. On considère que les 9e Jeux de Stoke Mandeville sont en fait les premiers Jeux paralympiques. Parce que jusqu'en 1960, il y a 9 éditions des Jeux de Stoke Mandeville qui avaient tout le temps lieu dans cette ville de Stoke Mandeville qui est dans la banlieue de Londres. Et en fait, donc, soit on considère que c'est 48, soit on considère que c'est 1960. Le comité paralympique considère que c'est 1948 techniquement maintenant, et c'est pour ça que la flamme paralympique part de Stoke Mandeville et pas d'Olympie. Parce que techniquement la première compétition elle n'a pas eu à Olympie, elle a eu lieu du côté de Stoke Mandeville. Donc ensuite on a été du côté de Rome, mais parfois les Jeux
paralympiques n'ont pas eu lieu dans les villes des Jeux olympiques. C'est arrivé plusieurs fois, notamment en 1968. Les Jeux olympiques ont lieu à Mexico, les paralympiques ont lieu à Tel Aviv. Tel Aviv est même, je crois, le seul pays à avoir accueilli les Jeux paralympiques, mais pas des Jeux olympiques. Vous avez également les Pays-Bas en 1980, qui est la deuxième qui est dans cette situation-là en 1980, donc qui accueille les Paralympiques mais pas les Jeux Olympiques, vu qu'en 1980 c'était du côté de Moscou. En 84, certes on a des compétitions qui ont lieu à New York, mais vous avez aussi des compétitions qui ont lieu à Stockmanville. Et puis ensuite, par contre, à partir de 1988, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont lieu dans la même ville. Ça ne veut pas dire que tout a été simple pour se faire accepter pour les Paralympiques. Ça a mis beaucoup de temps avant que le CIO fasse déjà un peu de promotion pour les Paralympiques, parce que à une époque, le CIO ne voulait pas, mais le comité international paralympique, l'IPC, ne voulait pas non plus. Donc c'était un peu problématique. C'est vrai que là, ça a un peu changé depuis. Et donc depuis 1988, les compétitions ont lieu dans la même ville. Parce que par exemple, 76 aussi, c'est Toronto, et pas Montréal. Les Jeux Olympiques ont lieu à Montréal, les Jeux Paralympiques à Toronto. En 72, les Jeux Olympiques ont lieu à Munich, les Jeux Paralympiques ont lieu à Heidelberg. Voilà. Et parfois, c'est à des dates assez différentes. Heidelberg, si je regarde, est-ce que j'ai les dates? C'est du 2 août au 11 août. Donc je ne sais pas si c'était pas en même temps. Et en 76, c'était du 3 au 11 août. Alors le format actuel des Jeux Paralympiques pour le moment, il n'est pas de 2 semaines, mais de 10 jours. Est-ce que ça changera pour Los Angeles ou pour Brisbane? J'aimerais que ça change, qu'on ait ensuite 2 semaines de compétition du côté de ces Jeux paralympiques, en sachant que il faut savoir que les Paralympiques, il y a moins d'épreuves présentes aux Paralympiques qu'aux Jeux Olympiques. Si on regarde, il n'y a pas le handball, par exemple. Le handball n'est pas présent, le beach volley n'est pas présent aussi, le breakdance, les épreuves de skate, le surf, le BMX, par exemple, le VTT ne sont pas présents aux Jeux Paralympiques. Donc il y a moins d'épreuves, il y a moins de disciplines, même si on rajoute quelques sports, et on verra qu'il y a des sports qui sont aux Jeux Paralympiques mais qui ne sont pas disponibles aux Jeux Olympiques. Il y a moins d'épreuves, mais quand même, il faudrait que désormais ça passe sur 2 semaines, parce qu'encore une fois, avec le nombre de catégories, c'est parfois un petit peu compliqué. Et il faut savoir que la France accueille pour la 2e fois des Jeux Paralympiques, parce qu'on avait accueilli les Jeux Paralympiques en 1992, les Jeux Paralympiques d'hiver. C'est la première fois qu'elle accueille les Jeux Paralympiques d'été, et puis c'était à une autre période, les Jeux Paralympiques d'hiver. À l'époque, il y avait seulement 24 nations qui participaient à ces Jeux Paralympiques, et il n'y avait que du ski alpin et du ski nordique, ce qui a bien changé aussi, parce que maintenant vous avez notamment des Paralympiques. On commence tout de suite avec les différentes catégories, parce que là, on a fait un petit peu le tour de la partie histoire. Alors, ces Jeux Paralympiques, les catégories, on va faire un petit peu de manière générale. Souvent, donc il y a une lettre, un chiffre. La lettre, ça correspond soit à la discipline, soit parfois au type de handicap. Souvent, c'est la discipline. C'est-à-dire que, par exemple, S, c'est pour swimming, donc natation. En track and field, le T, c'est track, le F, c'est field, du côté de l'athlétisme. Et ensuite, vous avez des chiffres. Les chiffres, plus c'est élevé, plus le handicap est faible. Plus le chiffre est bas, plus le handicap est fort. Voilà, ça c'est la base. En sachant que souvent, donc, dans certaines disciplines, notamment le chiffre des dizaines correspond au type de handicap. Et le chiffre des unités correspond au degré d'handicap. Voilà. Mais plus le chiffre est important, plus le handicap est fort, plus le handicap est faible, et plus le chiffre est petit,
faible, bas, plus le handicap est fort. Voilà, c'est un petit peu inversé. Vous avez des disciplines, les sports collectifs, qui ont une particularité du côté des sports collectifs, c'est soit c'est un système de points, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir plus de tant de points par équipe, donc c'est-à-dire que ça permet d'avoir des personnes avec des handicaps forts et des personnes avec des handicaps le plus faibles, donc ça c'est notamment le cas du côté du basket fauteuil et du rugby fauteuil, soit c'est réservé à un seul type de handicap, c'est le cas du goalball. Le goalball, c'est que le handicap visuel. Et ce qui fait que tout le monde est à égalité vu qu'on met des masques occultants. Et puis après, vous avez des sports où il n'y a pas de catégorie. C'est le cas du judo qui est réservé au handicap visuel. C'est le cas également d'une autre discipline qui se retrouve également dans ce système-là. C'est l'haltérophilie, car on fait du développé couché, donc tout le monde est à peu près équivalent, donc il n'y a pas de catégorie, ce sont les catégories de poids, là comme dans les Jeux Olympiques aussi, où ce sont les catégories de poids qui comptent. On commence tout de suite. La première discipline, parce qu'il faut savoir beaucoup de disciplines, on marque para avant, donc elles sont un peu plus tard dans la classification. Là je reprends vraiment l'ordre du site des Jeux Olympiques. Au départ, basket fauteuil. On est donc sur un sport collectif. Et du côté du basket fauteuil, c'est très simple. C'est les mêmes règles qu'au basket classiquement. Donc reprise de dribble pas autorisée, voilà, ce genre de choses. Le total de l'équipe ne doit pas dépasser 14 points. Donc on va noter les concurrents de 1 à 4,5. La notation se fait comment? 1, les personnes qui ont un handicap fort, 4,5, les personnes qui ont un handicap le plus faible. Ce qui va faire la différence, c'est par exemple, est-ce que vous avez vos deux bras? Est-ce que vous avez la possibilité de faire des mouvements au niveau du torse? Est-ce que vous avez des abdominaux? Par exemple, ça compte. Donc voilà, c'est plein de petits paramètres comme ça qui vont faire de 1 à 4,5. En sachant que je crois, c'est pas autorisé aux Paralympiques, mais je crois dans certaines compétitions, 5 étant considéré comme un valide. Un valide peut, je crois, sauf aux Paralympiques, mais je crois dans certaines compétitions, participer aux épreuves de basket fauteuil. Donc voilà, ça c'est les règles du basket fauteuil. Donc il faut un total de 14. Donc c'est les coachs qui doivent avoir cette mécanique-là. C'est contrairement à un coach de basket traditionnel qui va gérer ses joueurs de la manière dont il le souhaite. Là, un coach de basket fauteuil ne peut pas mettre tous ses joueurs bons au même moment. Il est obligé parfois de répartir selon le handicap pour ne pas dépasser ce chiffre de 14. Donc c'est un petit peu plus complexe en termes de coaching et en termes de remplacement que je dirais du basket valide. Voilà, il faut l'avoir en tête. Deuxième sport, un sport qui n'est présent qu'aux Jeux Paralympiques, c'est la boccia. Alors la boccia, c'est quoi? C'est une sorte de pétanque. Voilà. C'est une pétanque avec la différence, c'est que ce ne sont pas des boules de pétanque en métal, ce sont des balles en mousse. On en a eu même des fois, pour certains, on voit la pétanque de cette manière-là quand on était tout petit, on avait ces petites balles en mousse, voilà. Et particularité, c'est que le principe est le même que la pétanque, c'est-à-dire qu'il faut se rapprocher le plus proche du centre, voilà, du jeu. Vous avez 4 catégories du côté de la boccia. Vous avez des catégories où vous pouvez avoir une aide et des catégories où vous ne pouvez pas avoir d'aide. Les catégories où vous ne pouvez pas avoir d'aide, c'est les catégories BC2 et BC4. Donc dans la catégorie BC2, voilà, le concurrent ne peut pas être aidé par un assistant. Et en BC4, je crois que vous pouvez avoir des concurrents qui ont un handicap visuel, mais il n'y a pas d'assistant non plus. En sachant que la catégorie BC2 est plus importante que la catégorie BC4 en termes de handicap physique. Pas handicap visuel, mais handicap physique. De motricité notamment. C'est un sport qui est très important pour la motricité. Et ensuite, vous avez les catégories BC1, BC3. Là, il y a des petites différences entre ces catégories-là. BC1, ce sont les concurrents qui sont atteints de manière le plus importante au niveau neurologique. Ils ont besoin d'une aide, parfois, pour les aider à mettre la balle dans une sorte de rail, dans une sorte de toboggan, à côté de leur fauteuil. Donc dans ce cas-là, vous avez un assistant, et là, l'assistant n'est pas dos au jeu, mais tourné vers le jeu. C'est-à-dire que l'assistant voit le jeu dans la catégorie BC1. En BC3, par contre, l'assistant est juste là pour aider le concurrent à se placer.
notamment à placer son fauteuil pour avoir la bonne direction. Mais il ne peut pas voir le jeu. Et c'est très important et c'est très vérifié dans ce genre de cas du côté de l'assistant. Donc c'est la vraie différence. Donc BC1, BC3, assistant. BC1, assistant voit le jeu. BC3, l'assistant ne voit pas le jeu. BC2, BC4, là, il n'y a pas d'assistant dans ces catégories-là. CC Foot, c'est très simple. Réservé aux concurrents qui ont un handicap visuel. Donc, il faut avoir une acuité visuelle quasiment nulle. Voilà, pour pouvoir participer aux Jeux paralympiques. Vous avez des fois, au championnat du monde notamment, vous avez la possibilité d'avoir parfois, là, aux Jeux paralympiques, c'est la catégorie B1, mais parfois vous avez des matchs en B2 ou en B3, donc avec des concurrents qui parfois peuvent voir, mais voir, quand au niveau handicap visuel aux Jeux paralympiques, voir c'est 1/10 avec un champ de vision réduit. Donc 1/10, c'est vraiment que dalle. Hein. Moi déjà, je suis à 2,5. 2,5, je peux vous dire que sans lunettes, je vois que dalle. Mais à 1, vous voyez vraiment rien. C'est vraiment tout flou. Hein, donc il faut l'avoir en tête. Et avec un champ de vision qui n'est pas de 180 degrés, mais qui est de l'ordre de 20-30 degrés. Donc, vous imaginez un petit peu la situation. Donc quand on dit que c'est des handicaps plus légers, c'est quand même pas juste j'ai un doigt tordu, un truc comme ça. Hein, non, c'est quand même des handicaps qui sont importants. Et donc là, du côté du CC Foot au jeu, c'est très simple. C'est masque occultant pour tout le monde. Donc c'est-à-dire un masque complètement fermé, vous ne voyez rien, voilà, vous ne pouvez rien voir. Et comment on arrive à jouer comme ça au foot, sur un terrain qui est un peu plus petit, mais avec les règles du foot traditionnel, c'est très simple, il y a un grelot dans la balle qui permet de se repérer. C'est-à-dire qu'on se repère au niveau des grelots, et on se repère aussi parce que le terrain, il n'y a pas de sortie de terrain. C'est-à-dire que le terrain est fermé, vous avez des balustrades sur le bord du terrain qui permettent un petit peu de vous repérer. Il y a un gardien, vous allez me dire, le gardien est déficient visuel. Alors, il peut être déficient visuel, mais il n'a pas de masque occultant. Mais aux Jeux paralympiques, les gardiens sont des gardiens qui peuvent voir complètement. Donc, les gardiens sont des gardiens, on va dire, lambda. Voilà, ce sont des valides. Et vous avez également un assistant sur le bord du terrain. Vous avez des assistants qui vont aussi indiquer aux joueurs s'ils sont proches ou non du but, dans quelle direction ils sont. Donc vous avez des assistants, notamment des assistants derrière le but, et les assistants derrière le but, ils sont aussi importants lors des phases de penalty, parce que vous avez des penalties, et vous allez voir donc ces séquences-là où ils vont taper avec une barre en métal contre les bords, contre les poteaux du but, pour indiquer à leurs joueurs où se trouve le but, avec un signal visuel. Donc c'est pour ça que quand vous regardez du CC Foot, il ne faut pas faire de bruit. C'est très important du côté du public de ne pas faire de bruit, parce que voilà, c'est le seul repère qu'ont les joueurs, c'est le repère sonore. Donc c'est toujours intéressant de voir que vous n'entendez pas de bruit. C'est comme un match à huis clos. Vous n'entendez du bruit que quand il y a des buts. Voilà, mais en dehors, il n'y a pas de but, il n'y a pas de bruit dans un match voilà, de CC Foot. Autre discipline, l'escrime fauteuil. C'est très simple du côté de l'escrime fauteuil, il y a 2 catégories. Catégorie A, il faut avoir un handicap des membres inférieurs, donc amputation par exemple, problème au niveau des jambes majoritairement. Catégorie B, là c'est un petit peu différent, c'est des concurrents qui n'ont pas d'abdominaux, qui ont une mobilité, ce qu'on appelle une mobilité du tronc qui est assez faible. Donc là c'est vrai que c'est un petit peu différent de ce que je vous ai dit. A, c'est un handicap plus faible que B. Ensuite, vous avez les 3 armes, hein, fleuret, sabre, épée. La seule différence, c'est que les fauteuils sont fixes. Les fauteuils ne bougent pas. Donc, vous n'avez pas ce travail de distance. Le travail de distance est différent. Voilà, vous ne pouvez pas jouer avec les jambes, ce que peuvent faire les escrimeurs valides. Donc, c'est un petit peu différent. Et par contre, les concurrents sont scotchés au fauteuil. C'est-à-dire que même si, par exemple, il y a un concurrent qui n'est qu'amputé, donc techniquement qui... dans la vie de tous les jours, n'utilise pas de fauteuil, donc ils pourraient avoir un avantage en se soulevant du fauteuil de temps en temps. Là, ils sont scotchés au fauteuil. Ils ne peuvent pas enlever leurs fesses du fauteuil. Voilà, c'est important à signaler. Goalball. Alors, le goalball, c'est une discipline qui n'est présente là aussi qu'aux Jeux paralympiques.
On pourrait dire que c'est le handball du handicap visuel, mais c'est quand même un petit peu différent. En fait, le principe du goalball, c'est que vous avez un terrain qui ressemble à un terrain on va dire de base de handball, sauf que vous avez un but géant. C'est-à-dire que le fond du terrain, c'est un but. C'est un mélange entre le tir au prisonnier et le handball, on va dire. Donc vous avez une sorte de balle qui est un mélange entre une balle qui est un peu plus grande qu'une balle de handball. C'est-à-dire que ça ressemble plus à une petite balle de basket. Une balle de basket pour les catégories les plus jeunes. Vous avez un but géant. L'objectif est très simple. C'est que les joueurs se mettent devant le but. Et on se lance la balle d'un côté de l'autre. L'objectif est de trouver l'ouverture et donc de marquer le but. Voilà. C'est vraiment un sport qui est très simple, on va dire, qui est très simple en termes de règles, basiquement. Là encore, pour avoir une équité aux Jeux paralympiques, pas de catégorie. Donc voilà, il faut juste avoir un handicap visuel. C'est-à-dire que les plus faibles en handicap visuel, encore une fois, c'est 1/10, 20 degrés de champ de vision. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Masque occultant pour tout le monde, ce qui permet d'éviter d'avoir des systèmes de points. Comme au CSI Foot, masque occultant, donc les concurrents ne voient absolument rien. Et donc ils se lancent la balle et l'objectif c'est de marquer des buts à son adversaire. Enfin, l'équipe adverse. Parathlétisme, c'est la discipline peut-être, avec encore une fois la natation, les deux disciplines fortes du côté des Paralympiques. Déjà, vous avez donc deux catégories différentes, F et T. F, c'est field, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe au niveau des lancers, c'est ce qui passe sur le gazon. Et track, pour les courses et les sauts, c'est ce qui se passe sur la piste, tout simplement. Et ensuite, vous avez différentes catégories qui sont liées avec des chiffres. Le chiffre des dizaines va correspondre au type de handicap, le chiffre des unités va correspondre au degré de handicap. Plus le chiffre des unités est petit, plus le handicap est fort, plus le chiffre des unités est faible, plus le chiffre des unités est important, plus le handicap est faible. Donc, par exemple, un athlète catégorie 41 a un handicap plus fort qu'un athlète catégorie 47. Du côté du chiffre des dizaines, de 10 à 13, handicap visuel, 20, handicap mental. Du côté des catégories 31, enfin de 30, du côté des 30, c'est handicap moteur cérébral, donc avec notamment des problèmes de motricité. 40 à 47, c'est le handicap plutôt du haut du corps, avec, il faut bien le rajouter, également les personnes de petite taille. Voilà. Vous avez de 50 à 54, c'est du handicap en fauteuil. Et puis de 61 à 64, qui sont des catégories qui ont été introduites après Rio, c'est du handicap au niveau des membres inférieurs, donc notamment les concurrents avec des lames. Je pense notamment à Marie-Amélie Le Fur, qui était, je crois, T62, je crois me rappeler. Donc quand handicap visuel 11, c'est cécité totale avec masque occultant et guide forcément. 13, vous pouvez courir sans guide dans certaines épreuves. En 12 et en 13, parce que même Assia El Hanouni, qui je crois était 12, qui est une grande championne française d'athlétisme, courait notamment certaines épreuves sans guide. Vous avez donc en 1 handicap mental. Alors, à quoi ça correspond handicap mental? Il faut avoir un QI inférieur à 50 et il faut que votre handicap mental ait un impact à l'entraînement. Donc c'est-à-dire qu'il faut que ça soit un handicap mental qui ne vous permette pas de comprendre facilement certaines consignes. Tout simplement. Voilà, pour le handicap mental. Handicap moteur, 31-38. Donc 31, c'est souvent en fauteuil. 38, c'est un handicap mental où on va être sur de l'hémiplégie. Donc souvent, ce sont des concurrents qui ont eu soit des problèmes neurologiques, soit des AVC. C'est pour ça qu'on retrouve souvent beaucoup plus de femmes dans les catégories 30 à 38
enfin 31-38 que d'hommes, parce que ce sont souvent des AVC et les femmes sont plus touchées par les AVC que les hommes. Et c'est Mandy François-Elie, par exemple, est dans ces catégories-là. Grosso modo, c'est de l'hémiplégie, c'est-à-dire que vous avez un côté qui fonctionne correctement et un côté qui fonctionne plus difficilement. Donc, ce qui peut poser des problèmes d'équilibre, notamment sur un 200 mètres, sur un 400 mètres, ça peut poser des difficultés à tenir une trajectoire, par exemple, dans un couloir. Donc, c'est ça la particularité de cette catégorie-là. 40 à 47, donc de 40 et 41, c'est les personnes de petite taille. Il y a deux catégories différentes pour les personnes de petite taille. 40, c'est pour les personnes de petite taille qui sont les plus petites. 41 pour les personnes de petite taille un petit peu plus grandes. Et ensuite, de 42 à 47, on est sur des concurrents qui ont des problèmes majoritairement au niveau du haut du corps, c'est-à-dire des bras manquants, des problèmes au niveau des avant-bras, qui n'ont pas le bras complet ou qui ont un bras complet mais qui n'est pas mobile, par exemple, qui a une déficience du côté de ce bras. Parfois, on a des catégories où on peut avoir aussi un handicap au niveau du bas du corps. C'est-à-dire qu'on peut avoir handicap bas du corps, handicap haut du corps, mais en sachant que il faut, dans ce cas-là, si on est dans les catégories 40 à 47, il faut que le handicap haut du corps soit plus important que le handicap bas du corps. Parce que c'est toujours le handicap le plus important qui est prioritaire. Par exemple, vous êtes amputé du bras au niveau de la main, par exemple, et vous êtes amputé des deux jambes, c'est le handicap des deux jambes qui va compter. Donc c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, vous avez les catégories fauteuil roulant, notamment avec le grand Marcel Hugues, 51 à 54. C'est très simple. 51, c'est des concurrents qui n'ont pas d'abdominaux. 54, c'est des concurrents qui ont plus d'abdominaux. C'est très intéressant à regarder, surtout si vous aimez le cyclisme, parce que ça ressemble beaucoup en fait à du cyclisme. Ces catégories-là, le fauteuil roulant, parce que vous avez des phénomènes d'aspiration. Il y a plus de catégories sur les lancers du côté des fauteuils. On subdivise un peu plus. Voilà, c'est la seule particularité du côté de l'athlétisme fauteuil, c'est qu'en fauteuil sur la piste, il y a moins de catégories que sur les lancers. Et puis 61 à 64, là on est sur des handicaps des membres inférieurs, donc amputation, double amputation. On fait des différences au niveau des amputations tibia ou amputation fémorale. Donc il y a une vraie différence entre les concurrents qui ont un genou ou des concurrents qui n'ont pas de genou. C'est ce qui fait la différence entre 61 et 64. Et donc pour rappeler, il y aura donc autant de 100 mètres que de catégories. Donc, ce qui fait qu'on aura beaucoup de 100 mètres à regarder du côté de ces Jeux paralympiques au Stade de France. On poursuit le para-aviron. Le para-aviron, c'est simple, il y a 3 catégories. Vous avez les rameurs qui ne peuvent pas utiliser leurs jambes et leur tronc. Donc ils sont PR1, ils vont faire ce qu'on appelle du skiff. Donc ils vont être en individuel du côté de l'aviron. On va avoir la catégorie PR2. Donc là, on va avoir des équipages mixtes. Chacun va avoir 2 rames. Et ça, c'est pour les rameurs qui peuvent utiliser que le haut du corps pour ramer. Le siège va rester fixe. C'est-à-dire que vous savez, sur un aviron, c'est comme un rameur quand vous faites à la salle de sport. Vous avez le siège qui fait ça. C'est-à-dire quand vous tirez, le siège il fait comme ça. Ce qui permet d'avoir un peu plus de puissance. Là, dans cette catégorie PR2, le siège est fixe. Donc le siège ne bouge pas. Il n'y a que les bras qui font ça. Voilà. Donc c'est beaucoup plus difficile d'aller à une bonne vitesse. Et donc les jambes vont rester tendues. Voilà, il faut que les jambes soient tendues. Donc c'est vraiment qu'un mouvement de bras. Donc avec un mouvement qui est beaucoup plus restreint que sur l'aviron chez les valides. Et puis vous avez la catégorie PR3. Donc ça va être des bateaux de 4 concurrents. 2 femmes, 2 hommes. On est toujours mixte. Et on rajoute un barreur, pardon. Le barreur peut être valide. Donc je vous rappelle, le barreur, c'est celui qui permet de dire à tout le monde s'il est dans le bon rythme, qui permet de gérer la trajectoire et qui permet de dire aussi aux concurrents si vous êtes en avance ou si vous n'êtes pas en avance. Ça, c'est pour les personnes qui peuvent utiliser leurs bras, tronc et jambes, donc pour des athlètes qui sont un peu moins handicapés qu'en PR1 et qu'en PR2. Et on peut avoir aussi des déficients visuels, en sachant qu'il y a une règle, on ne peut pas avoir plus de 2 déficients visuels par bateau.
Mais tout le monde va être dans les meilleurs bateaux, tout le monde sera à 2 déficients visuels, parce que là, ça donne quand même un avantage, et donc un barreur qui peut être valide, voilà, ou qui peut avoir un handicap, ou qui peut être valide. Voilà, là, vous pouvez avoir les deux possibilités. Para-badminton, alors c'est simple, en para-badminton, on va avoir 6 catégories, 2 catégories en fauteuil roulant. Donc, une catégorie 1, fauteuil 1, donc wheelchair 1, donc WH1, c'est comme ça que s'appelle la catégorie. Donc ça, c'est quand on a un handicap au niveau du tronc, donc un manque d'abdominaux, des difficultés à se mouvoir au niveau du haut du corps, et bien entendu, handicap au niveau des jambes. Une catégorie wheelchair 2, donc fauteuil roulant 2, ça c'est pour les concurrents qui ont un handicap au niveau des jambes, mais qui ont un handicap quasiment nul au niveau du tronc. Ensuite, vous avez les catégories des concurrents qui ont un souci au niveau des jambes, mais qui peuvent se tenir debout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les catégories SL3 et SL4. Donc en SL4, handicap moindre par rapport à SL3, donc il faut avoir un problème sur une ou des deux jambes. Un mauvais équilibre aussi, donc ça peut être les concurrents qui ont des problèmes au niveau des genoux, qui ont les jambes tendues ou ce genre de choses. Alors qu'en SL3, eh bien, on a un handicap sur une ou deux jambes, mais on a une déficience qui est minime au niveau de l'équilibre. On a ensuite la catégorie SU5, donc ça c'est la catégorie donc, des concurrents qui peuvent se tenir debout, mais qui ont un problème au niveau des membres supérieurs, donc notamment un bras manquant ou un bras qui ne peut pas utiliser la raquette. Et puis vous avez la catégorie SH6, ça c'est la catégorie pour les joueurs de petite taille, voilà, donc pour les concurrents voilà, qui font moins. Alors je crois que souvent je crois que la limite c'est 1m40, 1m45 pour être considéré de petite taille dans cette catégorie SH6, et il faut être atteint de nanisme, parce que par exemple une Simone Biles qui fait moins d'1m45 n'est pas considérée comme une concurrente atteinte de nanisme, parce que voilà, sinon elle se lancerait également dans le badminton. Paracanoë, c'est simple. Alors il y a 2 catégories. Enfin, il y a 2 types de bateaux. Voilà, en canoë. Vous avez le canoë, le kayak, pardon, pas le canoë, le kayak, pardon. Et vous avez le vaha. Le vaha, c'est une pirogue. C'est une pirogue avec un bras, on va dire. Il y a une autre surface de glisse. C'est très casse-gueule le vaha. Pour en avoir vu moi au Jeux du Pacifique, il y a de nombreuses années maintenant, quand c'était diffusé sur France O, c'est pour vous dire, le vaha c'est un bateau casse-gueule. C'est-à-dire que c'est dur à maîtriser. Le vaha, c'est pas du tout plus simple. En kayak, pagaie double. En vaha, pagaie simple. En KL1, c'est simple, il n'y aura que du kayak. Donc ça, c'est pour les concurrents qui ont des problèmes au niveau du tronc, encore une fois, et des problèmes au niveau des jambes. Et puis ensuite, vous avez KL2, VL2 et KL3, VL3. Donc VL2, handicap moins fort qu'en KL3 et VL3. En VL2, par exemple, on peut avoir besoin d'avoir un dossier au niveau du siège qui vous cale. Voilà. Donc on peut avoir besoin d'avoir un siège un peu plus important parce qu'on a parfois des difficultés à s'asseoir correctement. Et en KL3, VL3, là vous avez au moins la possibilité d'utiliser une jambe en flexion. C'est la petite différence entre ces 2 catégories. En paracyclisme, alors là il y a beaucoup de catégories en paracyclisme. Vous allez déjà commencer avec la catégorie B. B, c'est la catégorie handicap visuel, donc c'est la catégorie en tandem. Là encore, masque occultant pour le concurrent, qui va avoir donc besoin d'un assistant, d'un pilote, ce qu'avait fait François Pervis, par exemple, ou Corentin Hermenot, il y a 3 ans. Donc ça, c'est des concurrents qui ont besoin d'un tandem. Voilà. Et handicap visuel, donc, qui ne voit quasiment rien en course. Vous avez les catégories tricycle. Donc sur la route, parce qu'il y a des catégories qui ne sont présentes que sur la route et pas sur la piste, donc catégorie de tricycle, T1, T2, c'est pour des concurrents qui ont des problèmes d'équilibre, donc hémiplégie, troubles au niveau motricité cérébrale, AVC, voilà, des AVC un petit peu violents. Vous avez ensuite les catégories handbike, donc vélo où on utilise les mains,
pour rouler. Donc ça c'est de H1 à H5. Et puis vous avez la catégorie solo. Donc ça c'est pour les concurrents qui utilisent leurs jambes pour faire avancer le vélo et qui peuvent conduire ce vélo de manière seule, de C1 à C5, en sachant que C1 handicap fort, C5 handicap plus faible, C5 par exemple c'est la catégorie de Dorian Foulon. Et pareil, H1 handicap sévère, H5 handicap plus faible. Voilà, ça vous avez compris. Par équitation, on n'aura que du dressage en équitation, pas de concours complet et pas de saut d'obstacle. Là, c'est très simple. Grade 1, handicap fort. Grade 5, handicap plus faible. En sachant qu'en grade 4, par exemple, vous pouvez avoir des concurrents de petite taille ou des concurrents qui ont un handicap sur les 4 membres. Et en grade 5, c'est des concurrents qui ont des difficultés sur moins de membres et également des concurrents qui sont aveugles, qui sont présents dans cette catégorie de para-équitation, et c'est donc du dressage. Donc voilà, l'idée est de faire des mouvements imposés par l'organisation, enfin par la fédé d'équitation. Para-judo, très simple. Vous avez deux catégories, J1 non-voyant, J2 malvoyant, et ensuite ces catégories de poids. C'est les mêmes catégories de poids que chez les valides. Donc vous avez lourd, vous avez les moins de 78 kg par exemple, vous allez avoir les moins de 48 kg chez les filles. Enfin, voilà, c'est le même principe, sauf que vous avez J1, J2, J1 non-voyant, donc ça veut dire masque occultant, J2 malvoyant, et je peux vous dire que c'est enfin masque occultant, c'est-à-dire que c'est des concurrents qui ne voient vraiment pas grand-chose en J1 et J2. Donc en haltérophilie, pas d'arraché, pas c'est pas le même mouvement. Là, on parle de développé couché, donc c'est très bien le simple développé couché. Vous êtes allongé, vous avez la barre, vous faites comme ça. Et là, donc on a tout type de handicap. On bloque les jambes. Les jambes vont être complètement bloquées. Donc là aussi avec des scratchs. Et ensuite, c'est catégories de poids qui concernent. Donc il y a 10 catégories de poids, 10 chez les hommes, 10 chez les femmes. Ça fait 20 catégories en tout. Voilà, et c'est les catégories de poids qui comptent. Donc des fois vous allez voir des catégories de poids où ça va être moins de 45 kg, des fois c'est des poids qui sont extrêmement faibles, du côté de l'haltérophilie. Là aussi il faut l'avoir en tête. En natation, simple, il y a 10 catégories de handicap physique, ça va de 1 à 10, donc c'est S1 à S10. Voilà. Donc S10, handicap le plus faible, S1, handicap le plus lourd. Ensuite, donc ça dépend, c'est un système de points, mais comme en athlétisme notamment, donc qui vous permet, voilà, on vous fait une analyse médicale chaque année, poussée, qui vous permet de savoir dans quelle catégorie vous allez être placé. Donc quand, j'entends depuis 10 jours, Théo Curin dit j'ai arrêté de faire de la natation parce que ma catégorie n'était plus équitable, on va dire ça comme ça. Les catégories sont extrêmement pensées, réfléchies à l'avance pour que ça soit le plus équitable possible, en sachant qu'en natation, on ne veut pas qu'il y ait plus de 10 catégories. Voilà, donc c'est aussi, plus de 10 catégories au niveau handicap physique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est réfléchi énormément à l'avant. Non, Théo Curin, c'est quand même le seul concurrent qui, entre ses 16 ans et ses 19 ans, a réussi à perdre de la performance. C'est plutôt ça la réalité, parce que c'est un concurrent qui a compris assez vite qu'il pouvait gagner de l'argent en faisant autre chose que de la natation. Voilà. C'est plus ça la réalité que, oui, il y avait un déséquilibre. Non, c'est réfléchi énormément de fois. Parce que là, il l'a dit notamment il y a hier ou avant-hier, ça m'a vraiment énervé. Il a dit oui, mais il y a des concurrents qui avaient on a changé les paramètres de ma catégorie, ce qui arrive très régulièrement. Il y a des concurrents qui avaient possibilité d'utiliser leurs mains, ce qui n'était pas mon cas. Oui, mais ces concurrents qui avaient la possibilité d'utiliser leurs mains, ils n'avaient la possibilité d'utiliser que leurs mains. C'est-à-dire que les jambes n'étaient pas mobiles, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'entre un concurrent qui peut avancer et qui n'a pas de résistance, et un concurrent qui n'a que les bras pour avancer et une résistance avec ses jambes, je pense qu'on est plutôt bien équilibré aux côtés du handicap, et en sachant que c'est énormément réfléchi. Les catégories, l'IPC se creuse la tête à chaque fois du côté des catégories. Donc non. Et puis en plus, s'il avait voulu continuer le sport, s'il considérait que dans la natation c'était plus bon, il aurait pu faire du rugby fauteuil aussi. Théo Curin, qui avait une autre raison derrière.
En sachant que donc S, swimming, vous allez avoir donc S c'est swimming, donc c'est pour le papillon, le dos, le crawl. SB c'est pour la brasse. SM c'est pour le catenage. Voilà. Donc c'est la lettre correspond au type de nage et ensuite donc le chiffre correspond au handicap. Donc de 1 à 10 handicap, pardon, physique avec donc un handicap physique important quand même. Et ensuite, vous avez les catégories 11 à 13. Donc ça, c'est comme en athlétisme, c'est les mêmes, on va dire, à peu près les mêmes règles qu'en athlétisme. C'est-à-dire 11, cécité totale, donc c'est-à-dire que le masque ne laisse passer aucune image. 13, vous avez un peu plus de vision, mais voilà, pour tout vous dire, 13, un champ de vision inférieur à 40 degrés. Voilà, donc c'est quand même pas exceptionnel. Et puis vous avez la catégorie 14 pour le handicap intellectuel, donc c'est les mêmes règles également que du côté de l'athlétisme en para-natation. Para-taekwondo, pour continuer. Il y a deux catégories, 44-43, c'est un sport qui a été introduit à Tokyo. Donc là, à Tokyo, il n'avait que la catégorie 44, on a ajouté la catégorie 43. Donc en 44, handicap plus faible qu'en catégorie 43. Donc en catégorie 43, ça peut être double amputation des avant-bras. Donc c'est-à-dire que les capacités des bras sont extrêmement faibles, alors qu'en K44, vous avez un bras qui est opérant ou deux bras qui ont des difficultés mais qui sont quand même un minimum opérants et qui permettent d'avoir l'équilibre. Voilà. Et ensuite, c'est des catégories de poids, c'est-à-dire K43, moins de 80 kg, voilà, K44, moins de 50 kg. Mais voilà, vous allez avoir parfois deux fois les moins de 80 kg, mais il y en a un, ça sera la compétition en 43, l'autre la compétition en 44, voilà, du côté du taekwondo. Pour avoir un petit peu l'idée de comment ça se déroule. On poursuit avec le tennis de table. Là, c'est très simple. Vous avez 11 catégories. Les catégories 1 à 5, c'est fauteuil. Donc, n'importe quelle catégorie 1, toujours la plus sévère. Catégorie 5, toujours la plus légère. Donc, notamment avec la mobilité du tronc. Ensuite, vous avez les catégories 6 à 11 pour les concurrents qui sont debout. De 6 à 10, c'est pour les handicaps physiques. 6 plus important, 10 considéré comme plus faible. Et ensuite, vous avez la catégorie 11, donc pour les joueurs ayant une déficience intellectuelle. Je rappelle également que du côté du tennis de table, on a la possibilité de tenir sa raquette de n'importe quelle manière qu'il soit. Vous pouvez la tenir avec les pieds, vous pouvez la tenir en porte-plume, en n'importe quelle prise, vous pouvez la tenir avec la bouche, vous pouvez la tenir de n'importe quelle manière. Parce qu'il faut savoir qu'au Paralympique, on a le droit, grosso modo, de pratiquer le sport un peu de la manière que l'on souhaite. Voilà, pour essayer d'attirer le maximum de concurrents. Donc si par exemple il y en a un qui veut faire d'athlétisme et marcher sur les mains, il a le droit de le faire. Il n'y a pas de règle. S'il y en a un qui a envie de partir sans starting block, il a le droit de partir sans starting block, notamment en athlétisme. Vous avez parfois des concurrents qui vont avoir starting block, des concurrents qui n'auront pas starting block. Donc voilà, vous avez le droit de pratiquer le sport comme vous le souhaitez. Sauf au niveau de la nage, par exemple, oui, il faut qu'il y ait les mouvements de brasse, par exemple. Quand on parle de brasse, ou les mouvements de papillon, quand on parle de papillon. Ensuite, donc du côté voilà, du tennis de table, où nous avons quand même des chances de médaille importantes du côté du tennis de table, parce qu'on avait fait une razzia du côté de Tokyo dans cette catégorie. En tir à l'arc, vous avez 3 catégories. Donc l'open arc classique, donc ça c'est très simple. C'est comme chez les valides, 70 mètres, la même taille de cible, il faut mettre de 1 à 10. Donc vous avez les catégories, les concurrents qui vont être en arc classique, les concurrents qui vont être en arc à poulie, pour ceux qui ont des problèmes au niveau de l'utilisation des bras, qui n'ont pas de force dans les bras, donc qui ont besoin d'avoir une force qui est décuplée par les poulies. Là, c'est du tir à 50 mètres, avec une cible par contre qui ne fait plus 122 cm, mais seulement 80 cm. Et là aussi, alors là aussi, on a des zones, mais il n'y a plus les zones de 1 à 6, on a seulement les zones de 6 à 10.
Donc plus vous vous rapprochez du centre, plus vous êtes proche du 10 points. Et puis ensuite, vous avez la catégorie W1. Donc là, c'est des arcs à poulies, mais qui sont limités en termes de puissance, contrairement à la catégorie Open. Donc avec des concurrents qui ont un profil tétraplégique. Là, on est sur du tir à 50 mètres également, sur une cible à 80 cm de diamètre. Mais là, sur cette cible, il y a 10 zones. Et pas moins de zones comme sur l'Open arc à poulies. Donc voilà, il y a des petites différences selon les catégories. En tir sportif, c'est simple, il y a deux catégories. SH1, SH2. SH1, vous ne pouvez pas tenir l'arme. SH2, vous pouvez tenir l'arme. C'est ce qui fait les deux différences. Voilà. En sachant qu'en SH2, vous pouvez avoir un assistant pour recharger l'arme, pour vous assister un peu, mais au moment de la phase de tir, c'est vous qui portez l'arme. Donc voilà, c'est la différence du côté du paratir sportif, donc qui sera, je pense, toujours du côté de Châteauroux, si je ne me trompe pas. On poursuit avec le paratriathlon. Donc très simple, du côté du paratriathlon, vous avez plusieurs catégories. Donc les catégories PTVI 1 à 3, c'est handicap visuel. Donc A avec un handicap visuel plus important qu'en 3, donc il faut un guide. Là, ça sera des départs décalés. Donc c'est-à-dire que les concurrents qui ont un handicap visuel plus faible partiront après les concurrents qui ont un handicap plus fort. Et donc ça sera un classement d'une seule catégorie. Ce qui est un petit peu... Enfin, je crois que ça se passe comme ça, si j'ai bien compris. Mais voilà. On peut... Alors, est-ce que ça sera... Oui, parce qu'on peut aussi avoir des catégories différentes. Donc, je ne sais pas comment ça se passera aux Jeux paralympiques. Parce que je crois... Moi, je me rappelle que du côté de l'épreuve pré-olympique, ils avaient fait comme ça. C'est-à-dire que tout le monde partait avec les écarts de temps. Mais est-ce qu'on n'aura pas un départ par chaque catégorie du côté des Jeux paralympiques? Peut-être. Ça dépendra aussi de la qualité de l'eau de la Seine. Peut-être également. Donc ça, c'est PTVI, donc 1 à 3. 1, handicap visuel important. 3, handicap visuel plus simple. Vous avez ensuite les catégories PTS 2 à PTS 5. Donc ça, c'est handicap des membres supérieurs qui peuvent nécessiter d'utiliser des prothèses. Voilà. Mais il faut que vous puissiez courir, faire également du cyclisme sans handbike, sans fauteuil. Donc c'est pour les concurrents debout, on va dire, qui vont faire leur course intégralement debout. Et puis ensuite, vous avez la catégorie PTWC1 et PTWC2. Donc ça, c'est pour les concurrents qui ont besoin d'un handbike, qui ont besoin également d'un fauteuil pour faire la partie course à pied. Donc voilà, ça c'est un petit peu différent. En sachant que je précise que dans ces catégories-là, on ne fait pas la course à pied avec le handbike. C'est-à-dire qu'on change, hein, il y a des transitions. Mais pour les transitions, il y aura des aides, des assistants pour faire les transitions. Voilà, parce qu'il y a toujours les transitions d'une épreuve à l'autre. Hein, ça s'appelle du triathlon quand même. On poursuit avec le rugby fauteuil. Même principe que le basket du côté du rugby fauteuil. Donc on mélange les handicaps. Et l'idée est c'est sur un terrain qui ressemble à un terrain de basket. Hein, dans l'idée, c'est juste que vous avez une zone de marque, une zone d'essai. Chaque concurrent se voit attribuer un nombre de points, donc par rapport à son handicap, donc de 0,5 à 3,5. Et il ne faut pas dépasser 8,5 pour l'équipe au global. Et vous ne pouvez le pratiquer qu'en fauteuil roulant. Il ne peut pas avoir de concurrent debout. C'est du handicap physique. Les joueurs les moins mobiles ont les notes de 0,5 à 1,5. Les handicaps les plus faibles peuvent avoir la note qui va à 3,5. Donc l'idée est plutôt d'éviter d'avoir un concurrent à 3,5 dans son équipe parce que c'est très compliqué ensuite pour la formation qui va être obligé d'avoir beaucoup de concurrents avec 0,5. Donc il faut essayer de répartir et c'est pas toujours facile du côté des concurrents. Donc le rugby fauteuil, un sport ultra spectaculaire, ça castagne sévère du côté du rugby fauteuil. Il y a le tennis fauteuil. Deux catégories, Open et Quad. Open, c'est pour les concurrents qui sont atteints aux membres inférieurs,
mais qui n'ont pas d'atteinte des membres supérieurs. Quad, c'est pour les concurrents qui sont atteints à la fois des membres inférieurs, à la fois des membres supérieurs. Petite différence par rapport aux règles classiques du tennis, on a le droit à 2 rebonds. Mais très peu de concurrents utilisent le double rebond, mais vous avez le droit à 2 rebonds du côté du tennis fauteuil, contrairement au tennis classique où après un rebond, si vous ne rattrapez pas la balle, au deuxième rebond, le point est perdu. Et puis on termine avec le volleyball assis. Du côté du volleyball assis, c'est très simple, il y a 2 catégories, les VS1 et les VS2, donc ils sont réunis dans les mêmes équipes. Dans chaque équipe, vous ne pouvez pas avoir plus d'un concurrent qui est VS2. Donc il faut forcément avoir beaucoup de VS1, c'est les mêmes règles que le volleyball, c'est juste que le filet est plus bas, mais voilà, ce sont après les mêmes règles que le volleyball classique. Et vous êtes forcément assis, donc vous pouvez vous déplacer qu'en étant assis sur les fesses, hein, en avançant avec les mains, mais sur les fesses. Voilà, du côté des concurrents de cette catégorie. Et bien voilà, on a fait le tour de toutes les catégories de ces Jeux paralympiques. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors oui, elle est un petit peu dure parce qu'il y a beaucoup de catégories. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour ces Jeux paralympiques. Allez, ciao, ciao sur la Production.